Imaginez la situation suivante. Vous êtes en service aux urgences, les secours vous ramènent un patient en état de choc. Comment réagiriez-vous? Vous êtes plongé dans l'effervescence des urgences. On connaît tous cette situation. Tout le monde est stressé et l'urgence de la situation s'installe. C'est dans ces moments critiques que votre réaction peut faire toute la différence. Et donc, dans cette mini-formation, je vais vous partager 4 étapes pour prendre en charge un état de choc aux urgences. Des étapes qui peuvent transformer le chaos en calme et potentiellement sauver la vie de votre patient. Dans notre cas de figure, on va supposer que le diagnostic de l'état de choc a été déjà posé, qu'il est correct et que le patient est dans un milieu hospitalier. Et que vous allez prendre le relais des secours qui ont présenté le patient choqué. Première étape, traiter la cause. La première chose à faire devant un état de choc, c'est de rechercher et de traiter la cause de l'état de choc. Et là, nous avons plusieurs causes, plusieurs états de choc. Grosso modo, vous aurez l'état de choc anaphylactique. Donc, l'état de choc anaphylactique, c'est une réaction exagérée face à un allergène. Cet allergène peut être un aliment, surtout chez l'enfant, une piqûre d'insecte, surtout chez le jeune adulte, et les médicaments chez le sujet âgé. On a également quelques rares cas d'allergie de choc anaphylactique suite aux produits de contraste en radiologie. Et donc, l'état de choc anaphylactique se définit par une réaction cutanée, type plaque d'urticaire ou angioedème, donc gonflement du tissu sous-cutané ou sous-muqueux, associé à une atteinte d'organes, soit respiratoire, donc œdème laryngé ou bronchospasme, soit une atteinte hémodynamique, donc c'est l'état de choc. Et donc faire le diagnostic de l'état de choc anaphylactique est généralement facile car l'urticaire est toujours présent. Comme l'urticaire est tout le temps présent, déterminer l'origine du choc est facile. Et une fois le choc anaphylactique diagnostiqué, le traitement, c'est l'adrénaline. C'est le traitement de référence et la posologie utilisée en anaphylaxie de l'adrénaline est nettement plus faible que celle utilisée dans l'arrêt cardiaque. Je vous mettrai la dose et comment faire la dilution si vous ne disposez pas de kit préétabli dans votre service. Vous pouvez télécharger les doses et les protocoles de cette mini-formation dans la description. Ensuite, on a l'état de choc cardiogénique. Dans l'état de choc cardiogénique, on a une baisse, voire un effondrement du débit cardiaque, entraînant une hypoperfusion globale et surtout une hypoxie tissulaire. Donc ici, pas besoin de remplir le patient car le volume intravasculaire est adéquat. Le problème ici, c'est la pompe cardiaque qui est atteinte. On aura une baisse de la pression artérielle systolique. Donc la pression artérielle systolique est abaissée inférieure à 90 ou 80 mm Hg. Attention, au tout début du choc cardiogénique, on peut avoir une vasoconstriction réflexe et donc on n'aura pas une baisse de la pression artérielle systolique.
juste une tachycardie. Et si vous mesurez les lactates, vous allez retrouver une lactatémie élevée. Et donc, pour faire le diagnostic du choc cardiogénique, ce n'est pas toujours évident. C'est une question de bon sens. Donc, le contexte, un sujet qui a une cardiopathie, les antécédents, les facteurs du risque cardiovasculaire, un patient qui ne répond pas au remplissage. Donc, la pression artérielle systolique, comme on l'a dit, inférieure à 90 mm/Hg, plus d'une heure malgré le remplissage. Si vous pouvez calculer l'index cardiaque ou mesurer l'index cardiaque, vous aurez un index cardiaque inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré. Mais généralement, on ne le fait pas en pratique. Vaut mieux faire une échocardiographie. Dans l'échocard, on aura des signes, donc une fraction d'éjection du ventricule gauche effondré. Et donc, grosso modo, des signes d'hypoperfusion tissulaire, hypotension, des lactates élevés et une écho-cœur avec une fraction d'éjection du ventricule gauche basse, ça oriente vers le choc cardiogénique. La principale cause, c'est le syndrome coronarien aigu. Donc, en urgence, sans antécédent cardiovasculaire, pensez au syndrome coronarien aigu. Et l'état de choc dans le syndrome coronarien aigu, que ce soit un ST+ ou ST-, n'est pas toujours immédiat. Dans 50% des cas, il arrive dans les premières 24 heures, généralement vers la 10e heure après l'installation du syndrome coronarien. Les autres causes sont les valvulopathies, les péricardites, la tamponnade, myocardite aiguë. Donc, pensez toujours à faire un ECG. Le traitement du choc cardiogénique passe par la reperfusion. Il faut revasculariser le patient le plus tôt possible pour limiter l'étendue de l'ischémie. Même si vous avez un syndrome coronarien aigu en état de choc, on sait que c'est un mauvais pronostic, mais il y a ce qu'on appelle la réversibilité potentielle. Ça veut dire qu'après une reperfusion, on peut lever l'état de choc, donc il ne faut pas baisser les bras. Vous pouvez rajouter en plus de la reperfusion la dobutamine, l'oxygénothérapie et la noradrénaline. Ensuite, on a l'état de choc hémorragique. Et donc, cette hémorragie peut être dans un contexte de traumatisme, de post-opéré, ou bien d'hémorragie interne, une hémorragie digestive, rupture d'anévrisme, ou suite à certains médicaments comme les hématomes profondes avec les anticoagulants. Et donc cette hémorragie, cette déperdition de volume va faire baisser le débit cardiaque. Au début, là, comme dans le choc cardiogénique, la pression artérielle reste normale par vasoconstriction et vous allez pouvoir détecter cette vasoconstriction au niveau cutané par des marbrures. Donc, examinez les genoux de vos patients en premier lieu et touchez les extrémités. Vous allez retrouver des extrémités froides. Donc, c'est la stimulation des barorécepteurs qui provoque cette vasoconstriction initiale. Mais même si la pression artérielle est normale au début, vous aurez toujours une tachycardie, donc une tachycardie réflexe. Et si on fait rien, si l'hémorragie continue, on aura donc une baisse du débit cardiaque. Et donc cette baisse va entraîner une baisse de la pression artérielle. On parle de phase de décompensation, le cœur pompe à vide et la tachycardie sera remplacée par une bradycardie. Donc si vous avez une hémorragie avec une baisse de la pression artérielle,
vous arrivez probablement trop tard. Le traitement passe par en même temps un remplissage vasculaire qui va essayer de ramener la pression artérielle systolique à 8 ou 9. Donc il ne faut pas trop remplir, il ne faut pas trop augmenter la pression artérielle car ça va faire aggraver le saignement. Sauf cas particulier du traumatisme crânien où il faut augmenter la pression artérielle jusqu'à 12 à 120 mm Hg. Remplir par des cristalloïdes. Et vous pouvez donner aussi la noradrénaline si possible. En plus du remplissage, transfuser le patient pour avoir un HB cible à 7 jusqu'à 9 grammes par décilitre. Le trauma crânien aller jusqu'à 10 grammes par décilitre. Il faut également agir sur la coagulation. Il faut donner un antifibrinolytique type acide tranexamique. Ça, c'est le remplissage. Il faut, en même temps que faire le remplissage, ramener le patient le plus tôt possible au bloc opératoire pour faire arrêter l'hémorragie. Et enfin, le quatrième état de choc que vous risquez de rencontrer en service d'urgence, c'est l'état de choc septique. Alors, c'est quoi l'état de choc septique? Vous avez donc l'infection. L'infection, quand elle est simple, donc elle reste au stade d'infection. Ensuite, on a le stade de sepsis. Alors, le sepsis, c'est quoi? C'est une infection plus un dysfonctionnement d'organes. Un dysfonctionnement d'organes, par exemple une insuffisance rénale aiguë, une SDRA, une confusion mentale. Et enfin, on a l'état de choc septique. État de choc septique. L'état de choc septique, c'est un sepsis. Et c'est un sepsis réfractaire à un remplissage bien conduit avec une hyperlactatémie supérieure à 2 mmol par litre. Donc, l'état de choc septique, c'est l'état de choc le plus grave parce qu'on a un taux de mortalité très élevé qui dépasse les 40-48% selon les études. Et donc, en cas d'état de choc septique, la première chose à faire, c'est donner des antibiotiques à large spectre et des inotropes type noradrénaline, donc une catécholamine, et surtout bien remplir le patient 30 ml par kilogramme sur 3 heures. Et justement, le remplissage doit être prudent quel que soit l'état de choc et on va voir la deuxième étape qui parle justement du remplissage. Étape 2, faire un remplissage. Donc le remplissage dans l'état de choc commence toujours par du sérum salé isotonique, donc A9 pour 1000. En attendant de rechercher la cause, vous allez prendre une voie veineuse périphérique et commencer le remplissage. Mais attention, ce remplissage doit être prudent, pas plus de 2 litres par 2 heures de sérum salé isotonique et pas plus de 5 litres par 24 heures de sérum salé isotonique. Pourquoi? Parce que dépasser ces taux, on a une augmentation de la mortalité selon plusieurs études. Maintenant, si vous êtes devant une situation où il faut donner beaucoup de liquide, plus de 2 litres par 2 heures, par exemple le cas des grands brûlés ou d'une intervention chirurgicale lourde qui nécessite beaucoup de liquide, là, après les 2 litres de sérum salé isotonique, vous pouvez donc faire un relais par le ringer lactate.
Pour les grands volumes, utilisez plutôt du ringer lactate que des sérums salés isotoniques. Alors pourquoi? C'est dû à la composition de ces solides de remplissage. En fait, le sérum salé isotonique contient beaucoup de chlore, 154 millimoles par litre, alors que la chlorémie normale chez l'humain, elle est de 110 entre 100 et 110 millimoles par litre. Et si vous donnez trop de chlore, le chlore est toxique pour les reins. Il va provoquer une vasoconstriction rénale et donc provoquer une insuffisance rénale, chose qu'on ne veut pas en cas d'état de choc. Par contre, le ringer lactate ne contient que 108 millimoles de chlore, donc proche, c'est l'idéal pour côté chlorémie. Maintenant, le ringer lactate n'est pas parfait non plus. Il contient 130 millimoles de sodium, alors que le plasma humain contient environ 140 millimoles, donc il est hypotonique et peut provoquer un œdème cérébral. C'est pour ça qu'on ne donne pas de ringer lactate en cas de neuroréanimation, en cas de traumatisme crânien, d'AVC ou tout ce qui peut provoquer un œdème cérébral. Donc pour résumer, commencez par du sérum salé isotonique, 2 litres sur 2 heures. Ensuite, regardez l'état neurologique du patient. Si il n'y a pas de neuroréanimation, donnez du ringer lactate. Si vous êtes devant un cas de neuroréanimation, optez plutôt pour le plasma lyte. À ce stade, je vais vous donner quelques remarques. Premièrement, la sonde urinaire. Placez une sonde urinaire pour votre patient. Elle va vous renseigner sur la volémie. C'est quelque chose de facile à faire. La sonde urinaire, si le patient urine, c'est que votre remplissage est efficace. S'il urine pas, donc attention, il y a quelque chose, il faut revoir votre remplissage. Deuxième chose, pour le sérum glycosé isotonique. Pas de sérum glycosé isotonique en remplissage. Le sérum glycosé n'a qu'une indication dans la réhydratation parce que tout ce que vous mettez dans le vaisseau va sortir directement dans l'espace interstitiel parce qu'il y aura un appel de glucose par les cellules. Donc pas de glycosé pour le remplissage. Et troisièmement, pour les colloïdes, pour l'instant, n'utilisez pas de colloïdes. Leur indication diminue de jour en jour. On l'utilise presque plus, exception faite peut-être pour l'albumine. Mais il y a beaucoup de problèmes avec les colloïdes, l'insuffisance rénale, les troubles de l'hémostase, l'anaphylaxie, l'augmentation de la pression intracrânienne. Donc pas de colloïdes pour l'instant. Et donc, ce temps de remplissage, ces précieuses 2 heures, vont vous permettre d'avoir le temps de faire le point sur la cause de l'hypovolémie, chose qu'on a vue dans la première étape. Étape 3, introduire la noradrénaline. La noradrénaline, c'est une catécholamine et les catécholamines, on a deux groupes. On a des agents dits alpha stimulants et on a des agents dits bêta stimulants. Pour les alpha stimulants, ils stimulent la vasoconstriction artérielle. Et on a beaucoup la phényléphrine, la dopamine, la noradrénaline. Mais le chef de file, c'est la noradrénaline et la phényléphrine. Et pour les agents dits bêta-stimulants, c'est des agents qui qui stimulent la contractilité cardiaque. Il y a l'adrénaline, la dobutamine, la dobixamine, l'isoprénaline, mais le chef de file, c'est la dobutamine. Maintenant, quand faut-il introduire les catécholamines? Il faut introduire les catécholamines quand la pression artérielle diastolique s'effondre, donc devient inférieure à 40 mm Hg. Cet effondrement de la pression artérielle diastolique signifie la vasoplégie.
La vasoplégie, c'est la dilatation et le relâchement des vaisseaux sanguins. Et pour la vasoplégie, l'agent de choix, c'est les agents alpha-stimulants. Donc, on utilise la noradrénaline. La noradrénaline sera utilisée en pouce seringue électrique. Je vous mettrai dans la description comment diluer la noradrénaline et quelle dose utiliser en pouce seringue électrique. Donc, on a plusieurs protocoles. On a le protocole anesthésie et le protocole REA. Après avoir introduit la noradrénaline, vous allez surveiller votre patient. Est-ce que la pression artérielle se normalise ou pas? Si la pression artérielle se normalise, là, vous pouvez garder le patient sous noradrénaline et rechercher la cause pour la traiter et lever définitivement l'état de choc. Maintenant, si la pression artérielle reste effondrée, là, vous devez passer à la quatrième étape. Quatrième étape, introduire la dobutamine. Si le patient reste hypotendu, si l'état de choc ne se stabilise pas sous noradrénaline, pensez à introduire la dobutamine. Mais avant d'introduire la dobutamine, il faut faire une échocardiographie. Faites une écho-cœur pour calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Si cette fraction d'éjection est effondrée, là, il faut mettre un agent bêta-stimulant, en l'occurrence la dobu. Donc la dobutamine, la posologie et la dilution sera mis aussi dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour cette mini-formation qui va vous permettre de prendre en charge la grande majorité des états de choc que vous allez rencontrer dans votre service d'urgence et surtout être un relais efficace entre l'arrivée de l'urgence et les différents points de soins, la réanimation, le bloc opératoire. Pour télécharger la fiche de cette formation, vous avez un lien dans la description. Dans cette fiche, je vous ai mis la posologie de la noradrénaline, de la dobutamine et de l'adrénaline dans l'état de choc cardiogénique, l'état de choc anaphylactique et la noradrénaline pour tous les autres états de choc. J'ai mis comment faire les dilutions et comment adapter la posologie avec des cas pratiques et des exemples.